à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau Récap Info, l'émission qui interroge l'actualité en compagnie d'un invité fil rouge qui va nous parler aussi de son actualité. Et celui qui va nous accompagner aujourd'hui pendant une quarantaine de minutes est maire et président d'une intercommunalité. Il s'agit d'Henri Belle. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes donc maire de Saint-Imier depuis 2014, réélu en mars dernier avec plus de 73% des suffrages. C'est presque un score de République africaine, j'ai envie de dire. Ils ont tous un joli score, diront. Voilà. Et vous êtes président de la communauté de communes du Grésivaudan depuis le 11 juillet. Alors avant de parler du projet de territoire voté la semaine dernière, on va parler un petit peu de gouvernance avec comme exemple ou peut-être plutôt comme contre-exemple, ce qui se passe à la métropole de Grenoble, puisque c'est aussi l'actualité depuis la rentrée. J'imagine que vous avez suivi le feuilleton. Alors, bien entendu, je serais hypocrite si je vous disais que je ne suis pas le feuilleton au jour le jour. Alors, je résume un peu pour tous ceux qui sortiraient d'un très long confinement. 2 candidatures de gauche pour la présidence. Yann Mongaburu, soutenu par le maire de Grenoble, Éric Piolle, face au maire de Pont-de-Claix, président sortant, Christophe Ferrari. Ce dernier réélu dans la douleur après 3 tours de scrutin le 17 juillet à minuit et demi. L'élection des 20 vice-présidents, très compliquée également, le 18 septembre. Des recours de l'ADES et puis des conseillers qui ont donné leur voix à Christophe Ferrari, mais dont les groupes ne récupèrent aucune vice-présidence. J'en passe. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Henri Belle ? Ce que j'en pense, c'est que le modèle métropolitain est très différent du modèle du Grésivaudan, puisque le Grésivaudan a eu l'élection de son président et l'élection de sa gouvernance la même soirée, d'une manière d'ailleurs homogène et anonyme, pratiquement, quelle que soit la gouvernance. Alors, peut-être pour une explication simple, c'est que dans l'approche qui a été la mienne, j'ai voulu prendre en compte la réalité de l'élection municipale et donc respecter la démocratie, ce qui veut dire que j'ai considéré à la fois la rive gauche et la rive droite, la montagne et la plaine, et dans les familles politiques, les gens dits de gauche et les gens dits de droite. Ce qui veut donc dire par voie de conséquence que, en amont de la présentation de ma gouvernance, nous étions déjà en harmonie et en homogénéité pour avoir une juste représentation de la réalité géopolitique, si je puis dire, du territoire du Grésivaudan. Mais ce qui peut poser problème à la métropole, c'est que certains disent « moi je veux bien y être, mais je veux pas que les autres y soient ». Chez vous, ça s'est pas passé comme ça. Pour être très franc, je suis gaulliste et je suis apparenté à la droite. Je revendique d'ailleurs être un homme de droite sans honte. En même temps, je considère que quand on doit présider une communauté de communes, on doit prendre en compte la réalité des différentes communes qui composent cette communauté de communes et que entre un homme de gauche et un homme de droite, même si les drapeaux n'ont pas toujours la même couleur, il y a un fond républicain qui nous unit. Et puis, il y a aussi ce qui, à mes yeux, compte énormément, le bon sens et la raison et la loyauté. Et sur le fait de savoir si le président doit être issu d'une ville-centre ou pas ? Alors, en Grésivaudan, la question ne se pose pas, puisqu'il n'y a pas de ville-centre. Il y a 43 communes. Ça a pu se poser dans le Pays Voironnais aussi ? Alors, ça peut se poser dans le Pays Voironnais, oui. Ça a pu, d'ailleurs, puisque l'élection est faite. Alors, en ce qui concerne le Grésivaudan, non, nous sommes une communauté un peu atypique, puisqu'il y a 43 communes à ce jour. Et dans ces 43 communes, il y a à la fois des communes de montagne, des communes de plaine, et des communes plus grandes ou plus petites les unes que les autres, mais il n'y a pas de grande ville-centre. Et vous le disiez, vous avez voulu représenter toutes les familles politiques qui a été sorties des urnes, en tout cas. Est-ce qu'il y a aussi une égalité entre les petites et les grandes communes sur ces vice-présidences ? Alors, pour être très honnête, ça a été une de mes difficultés. C'est-à-dire que, et d'ailleurs le Covid en est responsable, puisque, souvenez-vous, l'élection municipale s'est passée en plusieurs temps. Il y a eu d'abord l'élection le 15 mars, et puis il y a eu une interruption élective. Ceux qui n'avaient pas tous été élus au premier tour se sont représentés aux urnes le 28 juin. Et dans la foulée, l'élection du président dans le Grésivaudan a eu lieu le 10 juillet. Ce qui veut dire que
Dans un premier temps, moi, j'ai été empêché de rencontrer les autres maires ou les autres élus du territoire parce que, eh bien, le Covid nous contraignait à domicile, si je puis dire. Et ensuite, entre le 28 juin et le 10 juillet, j'ai eu peu de temps pour rencontrer l'ensemble des élus du territoire. Et il est vrai qu'à cause de ça, je n'ai pas pu rencontrer beaucoup de maires de petites communes. Je le regrette. Je l'ai d'ailleurs très clairement exprimé. Cependant, j'avais écrit à chacun des 43 maires des 43 communes le même courrier pour leur dire qui j'étais, comment j'entendais prioriser un certain nombre de dossiers et que, bien entendu, je me tenais à leur disposition. Dès le 11 juillet, c'est-à-dire dès que j'ai été président, nous avons pris rendez-vous avec les maires des dites petites communes pour pouvoir les rencontrer, de manière à ne pas les laisser sur ce sentiment d'abandon ou de négligence qui aurait pu les habiter. Et j'ai commencé d'ailleurs depuis à rencontrer les maires des communes moins grandes que celles que j'avais rencontrées en premier. Pour revenir à la situation à la métropole, humainement, qu'est-ce que ça vous inspire, ce semi-blocage, c'en est un, c'en est pas un, ces gens qui se disputent sur le même banc Écoutez, ça vous est déjà arrivé, vous, dans votre carrière politique, d'avoir affaire à une situation comme ma carrière politique est très courte. Hein. Elle est très, très courte. Non, parce que je pense que j'ai toujours eu des approches d'ouverture par rapport à une adversité politique, quelle qu'elle soit. Et donc, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer de blocage ferme. Après, on a pu avoir des différends. Et je pense qu'il est bien, dans une vie démocratique, que les différends puissent s'exprimer et qu'on puisse très librement les aborder. Non, je n'ai pas connu ce genre de situation que j'observe aujourd'hui sur la métropole. Et cette situation sur la métropole, est-ce que ça peut avoir des conséquences pour le Grésivaudan ? Alors je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'étais majoritaire à droite sur le Grésivaudan et donc j'aurais pu avoir l'approche qui consistait à dire nous avons raison, ils ont tort, donc je suis majoritaire, je gouverne à droite. J'ai adopté une attitude tout à fait contraire en disant je suis majoritaire à droite, mais je ne représente pas la majorité des communes. Donc j'ai choisi de prendre comme première vice-présidente, et je mets les termes entre guillemets, bien entendu, ma meilleure ennemie, puisque j'ai pris un maire d'une commune qui est une dame de gauche, qui est ma première vice-présidente. Alors, le projet de territoire du Grésivaudan a été voté le 25 septembre. Petit aparté, est-ce que vous avez testé le vote électronique comme à la métropole ? On va voir quelques images. Au début, il y a eu quelques ratés. Pardonnez-moi, ce n'est pas tout... Je vous en prie. Ce n'est pas tout à fait ça. En réalité, le projet de territoire, il avait été voté par la mandature précédente. Il avait été voté en 2018. Donc, nous aurions pu considérer qu'il avait été voté. Nous étions héritiers d'un projet voté par la mandature présidée par Francis Gimbert. Et on aurait pu dire à tout un chacun nouvellement élu, eh bien voilà ce dont vous avez hérité. J'ai choisi une approche différente en considérant, justement, ça renvoie à mon intervention de tout à l'heure sur la démocratie et la représentation des différentes communes. J'ai considéré que ce projet de territoire existait, mais qu'il était de mon devoir de le représenter à la nouvelle équipe communautaire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'organiser un séminaire dans lequel nous avons invité les 825 conseillers municipaux. Alors, bien entendu, nous sommes hantés par le Covid. Ce même Covid nous a empêchés de rassembler dans un même lieu 825 conseillers municipaux. Donc, nous avons choisi d'inviter en présentiel les 74 conseillers communautaires, plus les maires qui ne sont pas conseillers communautaires. En gros, ça faisait exactement 80 personnes. Et nous avons opté pour une visioconférence pour l'ensemble des conseillers municipaux qui ne pouvaient pas assister à la séance en présentiel. Et c'était très intéressant parce que, outre le fait que le débat a été, les échanges tout au moins ont été animés en présentiel, les conseillers municipaux qui n'étaient pas présents pouvaient interroger la salle et avoir un échange direct avec la salle à travers les questions qu'ils faisaient remonter par la visioconférence. Et alors, justement, puisque les questions de Covid, on va en reparler un petit peu plus tard, mais puisqu'on parle du conseil communautaire, est-ce que le conseil communautaire va pouvoir continuer à se réunir dans la salle qui est prévue à cet effet ?
en Alors, respectant c'est une bonne question. les règles? Et nous sommes en train de nous interroger justement pour savoir si nous devons pérenniser le système de la visioconférence avec la difficulté économique que ça représente, ou si le Covid nous laissant un peu d'espace, nous pourrons nous réunir en assemblée plénière dans les lieux qui sont les nôtres. Alors, pour revenir au projet de territoire, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel est l'objectif de ce projet de territoire que certains connaissaient déjà donc? Alors, l'objectif d'un projet de territoire, c'est quelque chose qui, à mes yeux, est fondamental, c'est-à-dire c'est la déclaration d'intention politique de la gouvernance. Ça veut dire qu'après s'être concerté, les différents conseillers communautaires retiennent un certain nombre d'axes qu'ils considèrent comme prioritaires en termes de politique à mettre en place ou à développer sur le territoire dont ils ont la responsabilité de gestion. Alors, dans le même ordre d'idée de ce dont vous nous parliez tout à l'heure, j'ai lu dans ce projet que vous souhaitiez passer d'une logique de consensus à une logique de compromis. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que quand on gouverne dans le consensus, on n'a pas le sentiment d'être pris en considération. Il y a toujours quelqu'un qui se fait avoir ou la décision n'est pas claire. Alors que quand on est dans une logique de compromis, eh bien, on s'explique très clairement, chacun mettant sur la table les arguments qui sont les siens, et on retient à ce moment-là les éléments qui nous rassemblent et sur lesquels on est en capacité de se mettre d'accord, plutôt que de rentrer chacun chez soi avec sa rancœur et de ressortir les armes à la première occasion, parce que finalement on ne s'est pas tout dit, ou surtout parce qu'on n'a pas osé tout se dire. Et comment on fait pour concilier à la fois proximité et mutualisation de moyens quand on a 43 communes qui sont aussi différentes? Alors, il y a des déclinaisons gigognes par rapport à ça. La plus petite ou la première des déclinaisons, par exemple, c'est un exemple concret que je peux vous apporter. La commune dont je suis maire a 4 autres communes voisines. Saint-Imier? C'est Saint-Imier, voilà, pour ne pas la citer. Et Saint-Imier voisine d'une manière très directe avec Biviers, avec Montbonneau, avec Saint-Nazaire-les-Ems et avec Bernin. Chacune de nos communes a des budgets relativement contraints et aucune d'entre nous ne peut avoir plusieurs policiers municipaux. Au demeurant, nous avons des concitoyens qui roulent de plus en plus vite, qui sont de moins en moins respectueux de ceux qui marchent à pied ou ceux qui sont en bicyclette. Et nous avons la nécessité, quelle que soit la commune qui est la nôtre, de temps en temps de pouvoir faire des contrôles de vitesse. Un policier municipal tout seul, avec un appareil de contrôle de la vitesse, ne peut pas travailler. Parce que le temps qu'il pose l'appareil pour siffler la voiture est déjà 500 mètres plus loin. Donc il est ridicule avec son appareil et ça ne sert à rien. Donc nous avons mutualisé nos polices municipales. Ça veut dire que nous nous sommes donné la capacité de rassembler sur certains événements 5 policiers municipaux par convention. Et à ce moment-là, nos 5 policiers municipaux représentent une force de police qui n'a plus rien à voir avec un policier municipal isolé qui a plus une allure de garde champêtre qu'une allure de policier municipal. Après, il peut y avoir des mutualisations entre la communauté de communes et une commune sur, je ne sais pas moi, des acquisitions de matériel ou des choses de ce type-là. Tout ceci peut se décliner de manière très différente et n'est pas du tout contradictoire avec la notion de proximité. Mais par exemple, sur la construction d'un grand équipement sportif, tout le monde veut avoir la plus belle piscine. Oui, mais personne ne peut avoir la prétention, à lui tout seul, d'avoir la plus grande piscine sur sa commune. Donc il faut qu'à ce moment-là, on puisse se mettre d'accord pour avoir une lecture intelligente du territoire, non pas en fonction de l'ego de l'élu, mais en fonction du besoin du citoyen, et dire, eh bien, par rapport à un bassin de service ou par rapport à des contraintes de déplacement ou des éléments de proximité, la piscine sera à tel endroit ou à tel endroit. C'est ça le compromis. Parmi les dossiers prioritaires du Grésivaudan, il y a évidemment les mobilités. Tout à fait, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a énormément de gens qui habitent dans le Grésivaudan et qui travaillent sur le polygone scientifique ou dans l'agglomération grenobloise. Et il y a presque autant de gens qui habitent l'agglomération grenobloise et qui travaillent dans le Grésivaudan. Donc il y a ce phénomène de croisement tous les matins et tous les soirs dans un axe qui est, ma foi, très étroit, qui est l'autoroute A41 ou la départementale 1090. Et donc tous les matins et tous les soirs, ça bouchonne.
Donc, je crois qu'aucun élu responsable ne peut se contenter de cette situation. C'est la raison pour laquelle j'ai fait partie de ceux qui ont soutenu très fortement l'initiative de Francis Gimbert, mon prédécesseur, pour que le Grésivaudan se rapproche de la métropole, pour que nous créions ensemble le SMAG. Le syndicat mixte d'immobilité de l'aire grenobloise, Voilà. qui a vu le jour officiellement le 1er janvier 2020, qui regroupe donc la métropole, le Grésivaudan et le Pays voironnais. Et on a vu plusieurs applications concrètes en cette rentrée, par exemple le prolongement de la ligne Chrono 1 jusqu'à Montbonneau. C'est exact. C'est exact. Et avec l'avantage qui est le suivant, c'est qu'en plus, cette ligne traverse Inno-Vallée et s'arrête à différents endroits sur Inno-Vallée. Alors on va justement écouter votre prédécesseur, vous en parliez, Francis Gimbert. C'était une volonté de tracer ce trait d'union entre le Grésivaudan et la métropole, puisque cette ligne dessert la zone d'activité d'Inno-Vallée, qui est une zone d'activité de 12 000 emplois, donc une des grandes zones d'activité de l'aire grenobloise. C'est une étape qui est franchie, c'est une ligne qui est très utilisée, y compris sur son prolongement, c'est ce que j'ai pu constater, et c'est une étape qui en appelle d'autres, sur d'autres parties du territoire. C'est la question de la liaison Domaine-Le Versou, comment on articule les choses sur l'autre rive entre Gières et Villarbonneau. C'est la question de ce qu'on fait du TER pour le transformer en RER de l'aire grenobloise. Et surtout, c'est la question de la tarification, puisqu'il va falloir maintenant s'attaquer vraiment au chantier d'une tarification unifiée. Est-ce que vous savez, cette tarification unique, quand elle pourrait voir le jour ? Le plus rapidement possible. Pour l'instant, elle n'est pas encore en place, mais j'ai une forme d'impatience et je serai très présent pour la revendiquer. Mais vous voyez, en incidence par rapport à l'échange que nous venons d'avoir, on peut être un homme de gauche comme M. Gimbert, un homme de droite comme moi, et être d'accord sur l'intérêt général et le service aux citoyens. Ça a été long, il a quand même presque fallu abattre un mur de mer là, hein. On parlait de frontières. Ah oui, entre les deux territoires, voilà. Mais pas entre Francis Gimbert et moi. Non, bien sûr. Voilà. Et vous voyez, c'est important de le souligner, parce que ça veut dire que si on se met véritablement au service de nos concitoyens et de nos territoires, au lieu de revendiquer chacun nos chapelles, eh bien on dit que nos chapelles passent en deuxième niveau, si je puis dire, et on sert d'abord le citoyen et le territoire. Alors, et je suis assez content d'ailleurs d'avoir pu réaliser cette opération-là en totale complicité républicaine avec Francis Gimbert, alors qu'il était président, et que je pouvais apparaître dans certains dossiers comme l'un de ses, non pas opposants, mais dissidents. Le SMAG a également lancé cette semaine une ligne de covoiturage. 6 lignes et 18 arrêts. On écoute tout de suite, on regarde tout de suite ce petit reportage. Un nouveau service qui permet de passer de la voiture individuelle à la voiture partagée. Un service qui va indemniser, payer par la collectivité les automobilistes qui font le choix d'ouvrir leur véhicule à des passagers qui pourront voyager gratuitement. C'est à la fois un outil pour diminuer les bouchons, c'est un outil pour diminuer la pollution, c'est un outil pour gagner du pouvoir d'achat. La voiture coûte cher, pèse lourd dans le portefeuille des ménages. Ce nouveau service public, il vient faire de la voiture un véhicule de transport collectif. Du côté des passagers, le principe est d'aller à un arrêt comme on irait prendre un très bon bus ou un tramway ou un métro, de faire une demande de covoiturage, soit par l'application smartphone, soit par SMS, et d'avoir un conducteur en quelques minutes. Côté conducteur, c'est la possibilité de participer et de trouver des passagers sans contrainte. Je conduis comme d'habitude, je passe par les lignes de covoiturage. Si j'utilise l'application smartphone, je lance l'application smartphone en étant géolocalisé. Je peux gagner un peu d'argent correspondant à la mise à disposition de mes sièges libres. Même si je n'utilise pas l'application smartphone, je peux participer parce qu'il y a des panneaux lumineux qui me permettent de voir qu'il y a un passager qui fait une demande. C'est une ligne comme une ligne de bus avec des arrêts de covoiturage qui sont identifiés, qui sont physiquement aménagés et qui permettent aux passagers de savoir d'où est-ce qu'ils peuvent partir et où est-ce qu'ils peuvent aller. Vous êtes d'accord avec Yann Mongaburu? Il faut vraiment que les conducteurs de voitures prennent en compte cette notion de covoiturage et une nouvelle relation avec leur voiture, on va dire? Écoutez, la ville de Los Angeles aux États-Unis a fait ça depuis très 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 longtemps et ça fonctionne très bien. Et pourtant, les Américains ne sont pas des collectivistes. Et je pense que ce qui a été mis en place sur cette première partie du Y grenoblois
a toute légitimité à être mise en place sur la deuxième partie du Y grenoblois, et je pense au Grésivaudan, bien entendu. Et pour être complet sur le sujet des mobilités, le Grésivaudan a également participé pour la première fois au challenge des écoles à vélo organisé par l'ADTC. C'était il y a quelques jours. C'était donc la 17e édition et on peut dire que c'est plutôt encourageant pour le Grésivaudan parce qu'il y a eu de très bons résultats à la terrasse ou Bivier. Il faut encourager cette pratique du vélo dès le plus jeune âge. Eh ben, sur la commune de Saint-Imier, par exemple, j'ai mis en place ce système-là il y a 2 ans, avec les élèves de l'école du Clos Marchand, et pour encourager justement les parents à laisser venir leurs enfants en vélo et les enfants à venir en vélo. Et les enfants du Clos Marchand m'avaient demandé de construire un garage à vélo si d'aventure l'expérience perdurait. Et malheureusement, à la rentrée scolaire suivante, il n'y avait plus d'enfants qui venaient à l'école en vélo. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas forcément acquis et vis-à-vis duquel il faut avoir en permanence une approche pédagogique et incitative, si je puis dire. Et je lance un clin d'œil aux enfants du Clos Marchand. Si d'aventure ils reviennent à l'école en vélo, ils auront un garage à vélo. Ils auront leur garage à vélo. Ça, c'était pour le domaine des transports, ce rapprochement entre intercommunalités. Est-ce que vous pensez que c'est possible dans d'autres domaines ? Écoutez, la réalité de fonctionnement du Grand Y grenoblois, elle est, aux yeux de nos concitoyens, elle n'est pas du tout la même qu'aux yeux de certains hommes politiques. Et je crois que le développement économique, par exemple, tout comme le transport, ne peut pas être conçu uniquement en fonction d'une appartenance territoriale, dans la mesure où le Grand Y grenoblois, c'est le bassin de vie, c'est le bassin économique et c'est le bassin dans lequel nos concitoyens se déplacent, à la fois pour des raisons de loisirs, à la fois pour des raisons universitaires aussi, et à la fois pour des raisons économiques. Donc ce qui a été fait avec le SMAG dans le domaine du transport peut parfaitement se réaliser dans d'autres secteurs, sans pour autant d'ailleurs que l'une et l'autre des identités territoriales perdent justement leur identité. Il suffit simplement d'avoir des conventionnements entre nous pour faire en sorte que chacun garde son indépendance et son identité et puisse être en capacité de négocier en fonction des intérêts évolutifs du territoire. Vous pensez à quel autre domaine ? Je pense par exemple à les nécessaires réflexions que nous devrons avoir en termes de pôle métropolitain dans le domaine économique. Pour avoir plus de poids, plus de portée ? Oui, et puis surtout avoir une meilleure approche de la réalité géographique du Y grenoblois. Alors, vous voulez développer aussi un label territoire à énergie positive pour la croissance verte. Qu'est-ce qu'il y a dans ce label ? Qu'est-ce que ça implique ? Écoutez, à la fois... je crois qu'il y a 2 éléments qui sont criants aux yeux de chacun d'entre nous aujourd'hui. C'est la crise sanitaire du Covid-19 et puis, bien entendu, toutes les difficultés que nous rencontrons au niveau du climat et la perte de la biodiversité, par exemple. Il n'échappe à personne que les forêts qui sont autour de nous sont en train de souffrir. Et si les forêts sont en train de souffrir, il y a bien quelque part un agent qui en est responsable. Et tous les sachants, si je puis dire, arrivent à nous démontrer et à nous expliquer que le climat, il y est pour quelque chose et que le mode de fonctionnement qui est le nôtre dans tous les domaines de la vie quotidienne est un phénomène d'accroissement justement de cette perte de biodiversité et de détérioration du climat. Donc la démarche dans laquelle le Grésivaudan s'engage est celle qui consiste à vouloir faire en sorte que l'empreinte carbone soit réduite et que nous puissions vivre et fonctionner autrement, sans rentrer d'ailleurs dans des approches extrémistes ou idéologistes de la situation, mais peut-être changer un peu le modèle qui est le nôtre quotidiennement. La croissance verte, elle doit aussi accompagner l'agriculture, bien sûr. Les vendanges ont débuté. Dans le Grésivaudan, on a l'habitude, mais c'était une première sur les pentes de la Bastille, accrochées sur les pentes du Mont-Raché. Ils se sont levés de bonne heure pour récolter les premières grappes de chardonnay plantées. Et il y a 4 ans, près du restaurant du Père Grasse, cela faisait 40 ans que la vigne avait disparu de ses coteaux. Premier constat, ça grimpe. C'est un reportage de Lilian Veillé. Du raisin à la Bastille, cela faisait 40 ans que les terrains de la famille Gras étaient en jachère. Mais en 2017, Laurent a décidé de replanter 7000 pieds de vignes
une vraie renaissance. C'est à la fois une fierté familiale parce que on renoue avec notre histoire familiale. C'est à la fois une fierté professionnelle parce que voilà, on aura les vignes qui produisent à côté de notre établissement. Et puis une belle carte postale pour Grenoble également parce que voilà, on est un acteur touristique sur le site de la Bastille et quoi de mieux qu'un petit peu de vin sur notre table. 46 coupeurs, 5 porteurs, forcément ces premières vendanges attirent du monde. Les élèves du lycée hôtelier Lesdiguières et les amis de la vigne des coteaux de la Bastille sont venus participer pour ramasser le chardonnay. Il transpire bien, il y a un bon moment à passer, un joli symbole. En plus, la vigne, on la voit depuis Grenoble. Participer à cet événement, c'est pas mal. Les vignes sont bien exposées avec du soleil tôt le matin et jusqu'à tard le soir. Et elles sont aussi très pentues. Ah, moi, je trouve que c'est un exercice très agréable. Et là, ce qui est surprenant, c'est la pente du terrain, parce que c'est vraiment très pentu. Je crois qu'on est à 40%. C'est pentu, après sur la descente, ça va. Mais la remontée, ouais, c'est assez galère. Pas évident à ramasser, mais au moins, il paraît qu'il est bon. Il est vraiment très bon, il a une saveur un peu particulière, parce que 41 ans après, nous vendangeons de nouveau sur les coteaux de la Bastille. Un chardonnay très doux, et je pense que le vin va être à la hauteur. Pour cette première année, Laurent Gras mise surtout sur le chardonnay et sur la verdesse qui sera ramassé d'ici quelques semaines. Mais il y aura aussi plus tard du vin rouge. À terme, 2022, on devrait avoir donc le chardonnay en vin blanc tranquille, la verdesse en surmûrie, donc un vin blanc moelleux, et puis le rouge, un assemblage de 3 cépages, persan, mondeuse et douce noire, qui nous donnera à la fois un vin sur le fruit prêt à boire et à la fois un vin qui peut également se mettre en garde. Et une fois fini, direction Chapareillan pour faire le vin, et on verra dans quelques mois ce que donne cette première cuvée de la Bastille. Alors d'autres vendanges sont prévues dimanche, la cuvée à Chapareillan, puisque le Grésivaudan, c'est un territoire de vin. L'Isère et le Grésivaudan avaient un petit peu mauvaise presse, ces vins-là, en tout cas ces dernières années, mais elles ont à présent le vent en poupe, Henri Belle. Écoutez, oui, le Grésivaudan est une terre de vignoble, enfin a été pendant très longtemps une terre de vignoble, et il est en train de le redevenir. Sur la commune de Saint-Imier, par exemple, et la commune de Bernin, il y a 2 jeunes agriculteurs qui ont choisi de replanter. C'est Thomas Finot et Wilfried Giardina. Et ce sont 2 agriculteurs, enfin de viticulteurs même, qui ont beaucoup replanté ces dernières années et qui commencent à faire un vin de qualité qui n'a plus rien à voir avec le vin tant décrié des décennies précédentes par les connaisseurs et les œnologues. Des vins qu'on retrouve même sur les grandes tables étoilées. Tout à fait. Mais le sujet qui est au cœur de toutes les conversations en ce moment, c'est bien sûr l'épidémie de Covid-19. Après un été assez tranquille, les contaminations sont reparties en flèche. Et le CHU Grenoble-Alpes lance une mise en garde. On a quand même pas mal de patients hospitalisés, une 50aine aujourd'hui, dont des patients en réanimation. Et on est environ à 40% de ce qu'on a eu au maximum de la première vague, alors que le reste de notre activité n'a pas augmenté, n'a pas diminué. On continue, on essaye vraiment de maintenir le plus longtemps possible notre activité pour soigner les autres patients, ceux qui ne sont pas infectés, puisqu'il y a eu quand même sur la première vague des patients qui ont tardé à recourir aux soins et qui ont des formes plus graves de leur maladie non-Covid qu'il faut prendre en charge. Pour limiter la montée épidémique, si on ne veut pas appliquer des règles coercitives telles qu'on les a connues, c'est-à-dire le confinement imposé ou des règles assez strictes, on en appelle vraiment à la responsabilité individuelle et familiale, puisque c'est comme ça qu'on pourra stopper cette montée épidémique. Donc bien sûr, les règles habituelles qu'on rappelle sur la distanciation, sur le port du masque, sur l'hygiène des mains. Ça, c'était le point Covid du CHU Grenoble-Alpes mardi. Et mercredi, on a appris de la bouche du ministre de la Santé, l'ex-député du Grésivaudan, Olivier Véran, que l'Isère passait en alerte rouge renforcée à cause des chiffres de la région grenobloise. Le taux d'incidence a dépassé les 150 cas pour 100 000 habitants. De nouvelles restrictions vont s'appliquer pour lutter contre la circulation de la Covid-19. D'une durée de 15 jours, elles seront renouvelées ou pas. Seront interdits à compter de samedi les grands événements déclarés, type fêtes locales ou étudiantes.
étudiantes, les rassemblements de plus de 10 personnes sur l'espace public, dans les parcs, fermeture des salles de sport, des gymnases, limitation de la jauge des rassemblements publics de 5 000 à 1 000 personnes. À partir de lundi, les bars ne pourront pas être ouverts au-delà de 22 heures. Parmi les premières conséquences directes, l'annulation de la foire de Grenoble et l'annulation du congrès des maires de l'Isère qui devait se tenir le 17 octobre à Alpexpo. Henri Belle, est-ce que le Grésivaudan est concerné par ces mesures ? Alors, le Grésivaudan est concerné partiellement, mais pas du tout dans les mêmes proportions que la métropole, puisque les échanges que nous avons eus hier en audioconférence avec le préfet ont contribué à faire en sorte que le préfet décide de circonscrire les mesures aux 49 communes de la métropole. Ce qui veut dire que les mesures que vous venez d'évoquer ne concernent pas le Grésivaudan. Il y a quelques restrictions, mais qui sont beaucoup moins drastiques que celles évoquées à l'instant. Donc... Par contre, si je peux me permettre, dans l'intervention de la dame de votre reportage, le maître mot, c'est vraiment la responsabilité individuelle et familiale, quoi. Après, je me mets à la place du préfet du département, quel que soit le département. La situation est complexe pour lui parce que chacun peut trouver que c'est injuste ou que c'est pas la bonne solution, mais aucun d'entre nous n'a la bonne solution par rapport à une situation pareille. Alors même si vous n'êtes pas concerné par ces mesures, et il y en a d'autres évidemment, comment la collectivité gère cette crise ? Alors les collectivités en général d'ailleurs, parce que je crois que les maires en particulier se sont saisis à bras-le-corps de cette situation dès les premiers jours. Par exemple, sur la commune de Saint-Imier, au lendemain de l'annonce nationale, le plan de secours communal était mis en place sous l'autorité de la première adjointe et tout était organisé pour faire en sorte que le maximum de précautions sanitaires soient prises en direction des personnes âgées et en direction de tout un chacun d'ailleurs. Et c'est vrai que si les maires n'étaient pas en première ligne sur la gestion de cette crise, ce serait très très compliqué pour tout le monde. Est-ce que c'est compliqué de prendre en compte cette crise sanitaire dans les politiques publiques territoriales, dans les décisions que vous prenez pour la vie de tous les jours ? Bien sûr, bien sûr. C'est compliqué par exemple sur les marchés forains, puisqu'il a fallu imposer aux différents commerçants présents sur les marchés une distance entre chaque stand. Il a fallu imposer un sens de circulation sur les marchés forains avec la présence du masque et du gel hydroalcoolique. La même chose dans les magasins du centre-bourg ou dans les supermarchés. Oui, c'est contraignant, mais à partir du moment où les gens sont responsables individuellement et familialement, les choses sont beaucoup plus simples parce que chacun prend sa responsabilité vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres surtout. Mais est-ce que ça retarde certaines décisions que vous souhaitiez prendre pour la collectivité ? Ça les complique, bien entendu. On peut aussi parler de la Coupe Picard. On aurait dû en parler si on s'était trouvé à la même époque, qui a lieu en général mi-septembre. Au début de l'été, il a été décidé d'annuler cet événement en raison bien sûr des conditions sanitaires. C'est vraiment un événement qui fait rayonner tout le territoire, la Coupe Picard. Alors c'est un événement qui fait à la fois rayonner médiatiquement le territoire et qui fait aussi fonctionner économiquement le territoire. Et je pense par exemple à la commune du plateau des Petites Roches ou les communes qui sont celles de Limbin ou d'autres communes voisines. Oui, bien sûr, il est dommage que le Covid ait amené les organisateurs à décider de l'annulation de la Coupe Picard. Mais c'était une décision raisonnable. Mais c'était une décision sage et raisonnable. La neige est arrivée, on l'a vu ce matin. Le Grésivaudan à la gestion des 7 lots du Collet d'Alvar, du col de Marcieux. La crise du Covid peut avoir des conséquences sur la saison. Est-ce que vous vous y préparez déjà ? Alors oui. Déjà des réunions ont été organisées. Cet aspect-là des choses a été évoqué avec monsieur le préfet de l'Isère, puisqu'effectivement, dès lors que les stations sont ouvertes, il y a un afflux de population dans nos stations qui viennent la plupart du temps de grands centres urbains dans lesquels le Covid circule d'une manière bien différente du milieu rural. Ça veut dire que chacune des stations du Grésivaudan, mais comme toutes les stations de ski d'ailleurs, doivent être prêtes pour accueillir leur public et leurs clients dans les meilleures conditions sanitaires. C'est-à-dire ? C'est-à-dire avec tous les gestes barrières, avec toutes les capacités de test, avec toutes les précautions dans les transports, avec toutes les capacités d'évacuation si nécessaire des malades gravement atteints, tout ce qui finalement
est en périphérie de la présence du Covid-19. C'est aussi des transports publics, les remontées mécaniques, on met une personne sur deux. C'est exactement ça. Deux personnes dans les bennes. C'est toutes ces contraintes-là. Sachant quand même que sur la remontée mécanique, quand vous êtes sur une nacelle ou sur un tire-fesse, vous êtes en plein air, c'est moins contraignant que dans un ascenseur d'un immeuble. Et puis on a parfois une écharpe sur le nez. Et on a souvent une écharpe sur le nez, oui. Alors, cette semaine aura aussi été marquée par la visite de Geneviève Darrieussecq à l'école des pupilles de l'air de Montbonneau. La ministre déléguée auprès de la ministre des Armées avait fait le déplacement pour soutenir les élèves et la communauté éducative et de défense, un peu plus de 2 semaines après le crash d'un avion au Beldon, dans lequel 2 lycéens de l'EPA avaient trouvé la mort lors d'un vol dans le cadre d'un brevet d'initiation aéronautique. La pilote, dont l'un des enfants est scolarisé à Montbonneau, était également décédé. Il était pour moi très important de pouvoir venir un peu à distance de l'événement pour d'abord remercier de l'engagement de tous dans l'encadrement, l'engagement des professeurs, la mise en place de cette cellule psychologique. Il était important de venir consoler les jeunes, même s'ils seront inconsolables d'avoir perdu un ami. Et important de pouvoir aussi dire tout notre soutien à cette belle communauté d'encadrants dans cette école. Toute l'école est toujours sous une grande émotion, forcément. L'événement touche tout le monde, les élèves, les cadres, que ce soit professeurs, cadres militaires. Donc bien évidemment, il y a encore une très très vive émotion aujourd'hui. Que la ministre, Madame Darrieussecq, vienne, c'est un message fort pour tous ces élèves. Vous imaginez, des collégiens qui ont pu voir Madame Darrieussecq. C'est un message de soutien fort, très très fort, avec un grand symbole. Donc bien évidemment, pour l'école, nous sommes... c'est vraiment un moment fort, voilà, que cette présence soit là et vienne soutenir l'ensemble du personnel de l'EPA. L'école des pupilles de l'air compte 800 élèves de la 6e à la prépa. Les pupilles de l'air, c'est aussi un fleuron du territoire, c'est un vrai drame pour tout le territoire. Alors, c'est un vrai drame, bien entendu. C'est toujours un drame lorsqu'il y a mort d'homme, quelles que soient les situations. Mais en ce qui concerne les pupilles de l'air, c'est une école qui est fortement ancrée dans le territoire et qui est présente auprès de chacune des communes. Et à titre personnel, j'ai été d'autant plus sensible à cet événement que, sans faire des confidences et rentrer dans mon intimité, j'ai servi aux pupilles de l'air comme appelé du contingent il y a quelques années, il y a très longtemps d'ailleurs. Et je me suis senti concerné directement et affecté par ce drame qui est survenu dans l'école. Je n'ai pas pu assister à la cérémonie. J'avais tenu cependant à exprimer ma compassion auprès du colonel qui commande la base, parce que c'est vrai que chacun d'entre nous se sentait concerné par le drame qui a affecté cet établissement. C'est le seul établissement de ce niveau pour l'armée de l'air en France. Alors en France, je ne sais pas, mais en tout cas dans notre région, oui. Oui, en tout cas pour l'armée de l'air, un établissement scolaire de la 6e à la prépa, c'est le seul et ça a une certaine reconnaissance pour tout le territoire du Grésivaudan. Pour terminer, une petite question subsidiaire. Vous avez un homonyme célèbre, Henri Bell, plus connu sous le nom de Stendhal, mais ça ne s'écrit pas pareil. Pas du tout pareil, oui. Votre livre préféré de Stendhal? J'ai pas de difficulté à vous citer Le Rouge et le Noir, mais pour être honnête, j'ai pas un amour profond pour Stendhal. Je préfère d'autres auteurs que Stendhal, sans lui dénigrer une quelconque qualité littéraire, bien entendu. C'est son côté bonapartiste ou... Pas du tout, c'est sa manière d'écrire. Je préfère d'autres styles d'écriture à celui de Stendhal. Et quand vous ne lisez pas, je crois que vous aimez pratiquer le jardinage et construire des cabanes à oiseaux. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ah, parce que vous avez vu mon Facebook. Ah, mais je me renseigne, monsieur. Je suis très proche de la nature. Et c'est vrai que dans le jardin qui est le jardin de familial, il y a beaucoup de cabanes à oiseaux, beaucoup de mésanges, beaucoup d'écureuils sous le noisetier. Et je veille à protéger ces animaux-là dans la période hivernale en particulier. Et puis ça permet de faire une petite pause parfois. Et puis c'est très récréatif que d'être tranquille dans son jardin avec les oiseaux. Oui. Voilà, cultivons nos jardins. Merci beaucoup Henri Bell et bon courage pour la suite. Eh bien, bonne semaine à vous tous.